Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Litora multu ille terris iactatus et alto. Salut Amiki, ici Faunefos. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Othon qui renverse Galba en janvier 69. Et on va tout de suite se mettre dans le bain, car avec lui, pas besoin d'avertissement. Et comme d'habitude, on va commencer par parler de sa famille. Othon n'est pas non plus issu de la famille impériale, puisqu'il provient de la gens Salouia. Suétone nous dit que c'est l'une des plus anciennes familles d'Étrurie, mais ce n'est pas une famille patricienne. Claude récompensera le père d'Othon en élevant son nom au rang de patricien pour le remercier d'avoir déjoué une tentative d'assassinat contre lui. Comme on a le temps, on va aussi s'intéresser un peu à la description physique que nous fait Suétone. Othon est chauve, mais porte une perruque, et Suétone ne le trouve pas spécialement beau, bien que chacune de ses statues fasse chavirer mon cœur. Mais il s'attarde sur le fait qu'Othon soit très apprêté. Il était aussi recherché qu'une femme dans sa toilette. Il s'arrachait le poil, et, comme il avait peu de cheveux, il portait une coiffure artificielle si bien faite que personne ne s'en apercevait. Il se rasait tous les jours et se frottait le visage avec du pain détrempé, habitude qu'il avait contractée à la fleur de l'âge afin de ne point avoir de barbe. Il me semble également pertinent de vous signaler qu'Othon a l'habitude de célébrer le culte d'Isis en public dans une robe de lin, comme on le fera en Égypte, ce qui met bien en évidence l'importance que prennent les cultes étrangers dans la Rome impériale. C'est loin d'être nouveau, mais le phénomène va s'accroître continuellement jusqu'à la fin du IVe siècle. Et maintenant, les problèmes. Qu'est-ce que notre bon Othon fait sous Néron ? Bah, ils sont plutôt potes. Mais Néron va briser une règle fondamentale du brocode et piquer la femme d'Othon. Et oui, Othon est maqué avec Poppée dans les années 50. Lorsque Poppée devient la maîtresse de Néron, Othon est muté en Lusitanie, Portugal actuel. Bon, ici je vous ai fait un narratif qui accentue le côté triangle amoureux, parce que j'essaie de vous divertir. Dans les faits, on peut pas savoir qui pense quoi. Ça ressemble à un triangle amoureux, mais les sources ne sont pas unanimes, donc attention. Toujours est-il qu'en 68, Othon soutient Galba et Vindex pour renverser Néron, cette rancune personnelle jouant peut-être un rôle. Mais comme on l'a vu au dernier épisode, les fesses de Galba n'ont pas le temps d'user le siège curule, le siège de l'empereur, qu'il est déjà question de le renverser. Pour Othon, c'est une occasion de s'y asseoir. Pourquoi il veut devenir empereur ? On ne sait pas trop. Suétone avance deux hypothèses. L'une, l'habituelle salut de l'Empire qui justifie chaque coup d'État. L'autre est un peu plus intéressante. Othon est noyé sous les dettes. Je n'ai pas trouvé de chiffre exact, mais ça se compte en millions de sesterces, peut-être entre 5 et 20 millions. Il semble donc probable que l'accession à l'Empire soit un moyen d'échapper à ses créanciers. Othon fait assassiner Galba dans les conditions détaillées par la vidéo précédente et prend le pouvoir, soutenu par la garde prétorienne. Il n'est plus interdit de le représenter et on reprend la construction de la Domus Aurea. Cependant, Othon est un empereur très populaire. Ce fait, conjugué avec l'impopularité de Galba, qui a pourtant fait table rase du règne de Néron, peut accréditer l'hypothèse d'un Néron clivant, mais pas unanimement détesté par le peuple. Encore une fois, j'insiste sur l'importance du recul face à Suétone. Il nous donne peu de détails sur le règne d'Othon. Othon ne va régner que 3 mois. Pourquoi ? Parce qu'en Germanie inférieure, Vitellius a été acclamé imperator par ses légions en janvier 69. Oui, en même temps que le coup d'état d'Othon, qui se refuse d'abord à la guerre civile, dont personne à Rome n'a envie. Mais bon, Vitellius se soulève, il n'y a plus trop le choix. Après des négociations infructueuses, ça chauffe à Rome. Les prétoriens jurent fidélité à Vitellius et prennent le palais impérial. C'est couvert de sang qu'ils arrivent face à Othon, prêts à le tuer, et... Bah apparemment, Othon leur a proposé un pot de vin plus intéressant, parce que finalement, il reste fidèle. Plutarque nous parle de 1250 drachmes par tête. Je vais pas tenter une conversion en sesterces, mais c'est beaucoup. Il part donc en guerre et rencontre les troupes de Vitellius dans les Alpes, à Bédriac, où il se fait écraser. Suétone nous parle dans son livre de son père, un vétéran qui aurait connu Othon, et le décrit pendant cette campagne militaire comme amer et très réticent à faire couler du sang romain. En effet, Othon avait orchestré son coup d'état de manière à ne tuer que Galba. Dans ces dernières heures, Othon distribue toute sa fortune à ses esclaves. Ça se fait de temps en temps. Refusant d'être pris vivant pour que son corps ne subisse pas les mêmes outrages que celui de Galba, Othon fait une première tentative de suicide. Mais il se souvient que ses soldats seraient traités en déserteurs s'ils partaient sans ordre. Adiciamus vitae et hanc noctem. Ainsi,
Il ouvre sa tente pour s'entretenir avec tous ceux qui le souhaitent et interdit qu'on fasse violence à qui que ce soit après sa mort, après laquelle il souhaite être enterré immédiatement. Avant d'aller se coucher, il boit de l'eau fraîche et affûte 2 poignards, puis en place un sous son chevet. Le lendemain, à son réveil, il transperce son cœur d'un coup. Ses soldats entrent dans sa tente en entendant son agonie. Il est enterré à son dernier souffle, conformément à ses volontés. Othon laisse un très bon souvenir chez Suétone. Il meurt en avril 69, et la semaine prochaine, on parlera de Vitellius, qui vient de le défaire. Tantai molis erat Romana convergente